Le regard. Donc là, on rentre dans la deuxième phase, on va faire un compte rendu de ce séjour à vélo, et avec le témoignage de principal concerné. Malheureusement, il en manque un. Même Hamad, il aurait pu un peu. Ah ouais, il a participé à votre séjour, en fait, en tout cas à la dernière phase. Pour reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure, au début, on tablait sur du 70 km par jour. Et on a vu, voilà, des fois, on dormait un peu plus que prévu le matin, etc. Et on a vite changé. De toute façon, on était contraints. À partir du moment où on dort n'importe où, on ne peut plus se permettre de dormir. C'était impossible. À partir du moment où on dort dans un parking, il y a les clients qui viennent, etc. On ne pouvait plus dormir jusqu'à 10h. À la rigueur, à la Sion, on pouvait dormir jusqu'à 10h, 11h. On était au bord d'une plage, etc. Dès qu'on a commencé à dormir dans des villes, etc., lever du jour, on pédale. Et du coup, on avait partagé notre journée en trois. L'effort du matin, donc après le lever du jour, jusqu'à le petit-déj vers 9h. Après un petit-déj, voilà, là c'est une pause qui pouvait durer entre 1h, 1h30, etc. C'est là où on rechargeait les téléphones. C'est à ce moment-là. Café, etc. Après, la période la plus difficile, c'est le 10h-14h. C'est là où on faisait plus de kilomètres, mais c'était la plus difficile parce qu'il y avait la chaleur, 44 degrés, etc. Au chaud, là, coup de soleil, on a bronzé à fond, etc. Après, il y a la longue pause, la pause sieste, salade, et des fois je les punissais. Vous serez privé de pause, on raccourcit la pause, etc. Au début, en fait, c'était dur parce qu'il fallait gérer les égos. Les 3 premiers jours, c'était catastrophique. C'était catastrophique parce qu'il y a les égos, ils commencent à éclater. Voilà, si c'est comme ça, vous avez le droit à telle pause, et c'est tout. Et du coup, il y avait la pause de l'après-midi, donc c'était la fameuse pause sieste, salade, etc. Et après, on pédalait jusqu'au Marle. Du coup, on pédalait tout le temps. Donc, tant qu'il y avait du jour, on pédalait. On s'était donné une règle, pas pédaler la nuit. C'était dangereux de pédaler la nuit. En plus, on prenait que les nationales. On n'avait pas pris les routes de vélo. On ne s'est pas cassé la tête parce que comme on n'avait pas de batterie, etc., il fallait prendre les nationales, le chemin le plus clair. Il y avait des pancartes, arrivées à 120 km, etc. On suivait les pancartes et des fois, quand je me trompais, j'allumais mon téléphone avec le GPS et je le remettais. Mais il fallait, en gros, on pédalait pratiquement du matin au soir avec une pause déjeuner et une pause petit déjeuner et une pause déjeuner. Alors comment tu as trouvé ce parcours? Ton témoignage? Non, moi j'ai beaucoup aimé. T'as beaucoup aimé? Ouais, l'aventure. Exprime-toi, t'as plus de mots, quoi. Non, mais il faut poser des questions précises. L'Italie, c'était comment l'Italie? Ah, c'est le retour au pays. Entre les 3 pays, c'était quoi? C'était quel le meilleur des pays? L'Italie, la Grèce et la Turquie. L'Italie, mais je rajouterai les mosquées, c'est bon. Allez, en Italie. Ouais. Et pourquoi l'Italie c'était le meilleur pays? Déjà le respect qu'ils avaient pour les cyclistes, pour ce qu'on faisait. On n'était pas vus comme des migrants. Donc on était plutôt comme des super-héros. Vu que le vélo là-bas, c'est énormément apprécié. On n'était pas vus comme des étrangers, hein. On a été globalement bien accueillis. Après, les routes, elles étaient bonnes, le climat, il était bon. Il y a un charme à l'Italie, que ça soit dans la nourriture, la relation avec les gens, la langue. J'aime beaucoup la langue. C'est étonnant d'arriver à cette conclusion-là. Que l'Italie, qui n'est pas un pays musulman, a été plus appréciée que le pays musulman. Mais il y a de la poésie dans l'Italie, en fait. Vraiment, sur les routes, sur la nourriture surtout. Ouais. Bon, après, on a eu un bon itinéraire, c'est-à-dire de Gênes, on est monté jusqu'à Venise. On a coupé l'Italie de sud au nord et on est rentré dans. En fait, il faut savoir que ce voyage-là, on rentre dans le pays profond. C'est pas le côté touristique. Bien sûr qu'en Italie, il y a des racistes, c'est sûr. Mais nous, on est rentré dans l'Italie profonde. Et on a traversé une zone où les gens, ils aimaient trop le vélo. Il y avait des cyclistes tout le temps. Tout le temps, on voyait des groupes de 10 personnes, 15 personnes, etc. Et quand ils nous voyaient avec nos sacoches, etc., ils ont reconnu direct qu'on était des. Comment on appelle ça, les gens qui font Du trekking. Du trekking en vélo. Et après, ils nous ont apprécié. Les gens nous arrêtaient. Ouais, mon grand-père, c'était un grand cycliste, etc. Il n'y avait plus la race ou nos têtes, etc. On était devenus des cyclistes. Le point commun. C'est ça, ça efface les barrières. Exactement. C'est ça que nous avait rassemblé, c'était le vélo. Ouais. Ce qui n'était pas le cas en Grèce. En Grèce, ouais. Et il y avait aussi beaucoup de ravitaillement en Italie. Donc il y avait toujours de quoi se réapprovisionner. Et de la mer aussi.
l'Italie, on a eu une longue bordure de côte. Donc on pouvait dormir en bord de plage. Je leur ai vanté ce séjour-là en disant on va faire c'est des vacances. Je leur avais dit c'est que de la côte, on va nager tout le temps, etc. À un moment donné, tu t'es plaint, je m'as dit, oh, tu nous as arnaqué, m'a dit. Non, c'était pas toujours des vacances. C'était quand c'était la montagne. C'était Bouzila en fait. Ouais, c'est Bouzila. Bouzila en fait, c'était la période la plus difficile. C'était les 30 km, 40 km après Gênes. En fait, après on commence à connaître la terre, comment elle est constituée. Dès qu'il y a la mer, juste après, il y a une chaîne de montagnes. À chaque fois qu'il y avait la mer, il y avait une chaîne de montagnes. Après, nous, comme on les a vus, on les a vécus, ces montagnes, on les a montées. Ça, c'est horrible. Hein. C'est là où on perd le plus d'énergie. Il y avait même une dépression, c'était à Thessalonique. Tu te rappelles les 10 km, on a fait juste 10 km avant de faire le camp. Parce que c'était sur une montagne. Ça nous a fait dépresser. Ça nous a fait rentrer en dépression parce que ça nous a fait rappeler Bouzila, les 40 km d'après-Gênes. Parce qu'il faut monter. Il faut monter en vélo, pédalant, on monte en vélo, on monte en vélo. En fait, même en marchant, sans tenir un poids, c'est compliqué. Rien que tenir son poids et monter, c'est lourd. Alors là, on avait un vélo à pousser. Des moments, on pouvait même plus rester sur le vélo. Et donc, ce qui était bien en Italie, c'était donc il y avait beaucoup de supermarchés. Ouais. On n'a pas senti qu'on était des étrangers. Puis on a traversé un bon endroit, un bel endroit. On est rentré en fin fond du village, même, des villages. Ouais, l'Italie profonde. Ouais, des endroits. Personne à perte de vue. Personne à perte de vue. Et là, on voit l'Italie profonde. Les vrais Italiens, c'est qui? Comme on a vu les vrais Grecs. On a vu la différence directement avec la Grèce. C'était quoi la différence entre la Grèce et l'Italie? Beaucoup plus accueillant l'Italie. Ouais. Les Grecs un peu tête dure et habitués par en fait, des flux de migration. Donc ils nous associent directement aux migrants. Et en plus, comme ils font pas beaucoup de vélo, enfin j'ai l'impression, même les routes elles sont pas adaptées. Donc forcément, on est les boucs émissaires un peu. Qu'est-ce qu'ils viennent foutre là? Et ils m'ont dit, ils ont cru qu'on venait de. Ils t'ont dit quoi toi? T'es un Irakien? Ouais, moi on m'a tout dit. Irakien, Turc, Syrie, Iran. J'ai beau dire migrants, on nous a viré d'un magasin. On est rentré dans le magasin, on a voulu consommer. Il dit migrants, allez là-bas. Il est dans un autre magasin. En fait, tu viens pour consommer. Normalement, ils te laissent. On a des euros, on est là pour acheter. Dis là, allez dans un autre supermarché là-bas, vous allez trouver ce que vous cherchez. Ils nous ont fait partir. Vous êtes migrants? En fait, tu nous vois avec des vélos. Et après, c'est vrai qu'on avait un profil un peu particulier quand même. On avait des beaux vélos. Des beaux vélos, des habits tout sales. Voilà, des habits tout sales, la sueur, et ça contrastait en fait. Oui, il y a un paradoxe. C'était bizarre. Et ce contraste, il était encore plus visible quand ils sont rentrés en Turquie. Donc la Grèce n'était pas accueillant dès le début. Ils nous ont traité de. Enfin, pour on était des migrants. On va à la plage, on pose les vélos. Vous venez d'où? Vous venez de. Après, il a dit carrément, ils sont venus à vélo jusqu'ici. En fait, c'était miraculeux ce qu'on a fait, parce qu'on est des migrants à vélo. C'était pas ce que les Italiens pensaient. Les Italiens, ils savaient qu'on traversait l'Italie à vélo. Quand on leur a dit, ouais, on va jusqu'à Venise, et encore plus loin derrière, ils se sont dit, waouh, c'est fou ce que vous faites. C'est pour ça qu'on était des super-héros. Pour les Grecs, on était des super-héros à l'envers. Des migrants qui ont fait le voyage à vélo. Et le pire, c'est qu'on a rencontré des vrais migrants qui ont fait le truc à vélo aussi. Mais à l'envers. On leur a donné un kit de réparation. Ouais. Et on leur a gonflé leurs pneus. Et au début, ils nous ont dit on est des Syriens. Après, ils nous ont demandé nous on venait d'où? Moi, j'aurais dit je suis algérien. Il va faire Rouya, moi aussi je suis algérien, ça fait plaisir. Il a changé sa voix. Il a dit je suis plus syrien, je suis algérien comme toi. J'ai dit t'es d'où? Il m'a dit Constantine. J'ai fait moi aussi. Après, il m'a sorti des noms des gars du bled. Il dit Hamza, tu connais de Constantine? J'ai dit mais il y en a plein des Hamza, qu'est-ce que tu me racontes? Il m'a cité toute sa cité. Après, il était choqué, il a dit, vous venez de la France pour la Turquie? Il a dit, Achad, c'est quoi ça? Il dit, nous on fait l'inverse. Pourquoi vous allez en Turquie? Ça n'existe pas. La migration inversée. Qu'est-ce que tu retiens de la Grèce par rapport à l'Italie? C'est vrai qu'on a gardé un bon souvenir de l'Italie parce qu'on n'a pas eu d'obstacles. Généralement, un pays, il est beau, en tout cas, il reste dans la mémoire quand on n'a que des bons souvenirs. On n'a pas eu d'obstacles, ils n'ont pas, franchement... Il y a juste une femme dans un café, elle nous a dit... parce qu'on branchait nos téléphones, elle a dit vous avez fini là? C'est le seul mauvais souvenir, bon ça peut arriver même en France ou n'importe où, mais relativement l'Italie c'était vraiment bien. Par contre la Grèce oui, on a montré du doigt qu'on était des migrants. Et puis il y a cette notion de... Le coronavirus à l'heure d'aujourd'hui, c'est devenu un outil pour pouvoir
exprimer, ou mettre en relief ton racisme, de manière dissimulée. Quand tu es raciste à l'endroit de quelqu'un, et que tu veux l'exprimer hypocritement, bah, tu vas utiliser le coronavirus. Tu dis celui-là, il emmène le coronavirus. Mets le masque, mets le masque. Ou bien quelqu'un, il se rapproche, enfin, vous vous rapprochez de quelqu'un, le gars va mettre directement le masque parce qu'il considère que toi, tu es source de maladie. Parce qu'il a une image négative de l'essence de ton être. Il te considère comme un virus, vivant. Lors d'aujourd'hui, il y a des gens, en tout cas ceux qui sont portés vers le racisme, c'est une manière pour eux de mettre en relief ou d'exprimer le racisme de manière dissimulée, par l'entremise des gestes barrières. En réalité, toi, tu es source de virus, tu es source de négativité, donc je me protège. On a eu beaucoup ces gestes-là en Grèce. En Grèce, comme des musulmans, à un moment donné, j'étais parti dans un endroit, et le gars, il avait peut-être une mauvaise image de moi. Dès que je m'approche vers lui pour parler, il remet son masque, il s'écarte de moi, il ne veut pas. Comme si j'étais source de maladie. Donc c'est vrai que le coronavirus, alors d'aujourd'hui, c'est devenu un moyen pour certaines personnes de... Raconte l'anecdote de l'avion, qui ont tous ce test. Ah oui, de retour, Ouais. Istanbul. Oui, moi je monte dans l'avion, donc on est obligé de passer par la phase test pour aller en Allemagne. Il faut avoir un test négatif. Et donc tout le monde, ils ont le test négatif, c'est obligatoire, sinon ils ne montent pas dans l'avion. Donc dans l'avion, moi je me mets à l'aise, hein, j'enlève mon masque, je me dis c'est bon, tranquille. Hein. Et là, à chaque fois, l'hôtesse de l'air, elle revenait, elle me disait mets ton masque, tu peux contaminer 5 personnes. Je dis mais je vais contaminer qui? On est tous négatifs. Après je lui dis est-ce que le virus il traîne dans l'avion? Il est où le virus? Je savais pas quoi dire. Mets le masque, tu vas contaminer des personnes. En fait, c'était pas rationnel. C'est bête. Ils sont tous ceux qui sont rentrés dans l'avion sont testés négativement. Ça sert à quoi de mettre le masque? C'est pas la raison qui... Et en fait, c'est un argument qui était fort. On ne peut pas rentrer dans l'avion si on est positif. Donc il n'y a plus de raison de mettre le masque. Malgré ça, ils mettent le masque. Gros supercherie. Même quand ils mangent, hein. Tu sais, la période de... C'est 30 minutes, c'est quartier libre, parce que le virus il peut circuler. Ils enlèvent le masque, ils mangent tranquille. Même ils se baladent dans l'avion, de toute façon c'est la pause déjeuner. On prend le risque. Ouais. Et en Turquie, comment ça s'est passé? La Turquie, ça s'est passé comment? Ah, ça c'est là. Il y a beaucoup de choses en Turquie. Mais il en manque un. Franchement, avec lui, témoignage chez lui. on va bien rigoler. Et quoi, il a dit qu'il Faut allait qu'il dire ou vienne. pas? Ouais. Ah oui, il y avait un moment où vous n'aviez plus d'eau du tout. C'était juste une journée, en fait, je crois que c'était l'étape la plus difficile. C'est que la veille, on a dû camper dans un endroit pas prévu. Et, quand c'est obscur, après on voit plus rien. Et quand on voit plus rien, on ne peut pas choisir un bon endroit. D'ailleurs, l'endroit qu'on avait choisi n'était pas vraiment propre. Et du coup, on a le premier endroit qui était dispo, on est rentré dedans. Et du coup, le lendemain, on n'avait plus d'eau. Le lendemain, plus d'eau, puis je crois que l'étape de ravitaillement était loin. Et du coup, on a dû pédaler, sans nourriture, sans eau, jusqu'à la prochaine étape de ravitaillement. Et des fois, en fait, c'est là où, après, Medifree, il a dit, je vais faire de grosses provisions. Il a acheté à fond. Il a dit, j'ai jamais acheté autant. Ah, c'était quand on était arrivé à... C'est juste après, en fait, ça lui a servi de leçon. Ça lui a servi de leçon. Après, il a commencé à acheter... Il est sorti du Lidl avec une cagette. Cagette de nourriture. Il a dit un yop là, des fruits là, etc. Pourquoi? Il a dit, ouais, il dit, dans ce bed là, tous les 40 km, il n'y a pas de magasin. Plus, ouais. Des fois, 40 km, il n'y a pas de magasin. Donc, imaginez les problèmes de vélo. Moi, j'ai crevé 4 fois. Medifree, il a crevé 2 fois et lui, il n'a pas crevé. Et les 900 premiers kilomètres, je n'ai pas crevé. Tout s'est fait rapidement. Et plus on se rapprochait de la Turquie, plus on commençait à sentir l'islam. On commençait à voir des cimetières de musulmans abandonnés, hein, c'était les cimetières des Ottomans, etc. Des villages de musulmans, encore en Grèce. À mon avis, c'est les descendants des Ottomans qui avaient des terres et qui n'ont pas quitté ces terres-là. Et donc avec mosquées, minarets, avec Éden, encore en Grèce. Alors que les Grecs sont très racistes à l'endroit des Turcs, très racistes. Mais à l'intérieur de la Grèce, il y a des villages où il n'y a que des musulmans. Parce que c'est des descendants des Ottomans qui étaient propriétaires des terres et ils n'ont pas quitté au moment où il y a eu la reprise des territoires après la Première Guerre mondiale. Et donc plus on se rapprochait de... C'était à partir, c'était quoi? C'était Community, c'est à partir de cette île-là. On commençait à sentir le climat un peu musulman, voir des minarets, etc. C'était à partir de là. Même des migrants.
des migrants. Ouais, ça, Bah, la première mosquée qu'on a vue, c'était à Kavala, je crois. La première mosquée qu'on a vue en Grèce, c'était à Kavala. On a Avant, vu il y ça avait aussi. rien du tout. Et il y a eu aussi, au niveau de l'hostilité, au niveau de la Grèce, vraiment les animaux, ils sont, comment? On peut faire un parallèle avec les hommes, comment ils les traitent. Parce qu'en Grèce, il y avait même une hostilité au niveau des chiens. Ils passaient leur temps à nous courser, à nous empêcher de dormir dans la tente. Moi, c'est vrai, hein. On nous a même coursé jusqu'à... Enfin, des chiens nous ont coursé sur la nationale. Et Mehdi et moi, on a dû aller vers le sens inverse, où il y avait une voiture qui nous a klaxonné dessus, on aurait pu se la prendre. Et les chiens, ils veulent te croquer, ils veulent te mordre. Énormément de chiens en Grèce. Ouais. Tu sais, les chiens errants, il y en a énormément. En Italie, on en a vu pratiquement aucun. Ouais. Mais en Turquie, il y en a beaucoup. Aussi. Mais il y en a beaucoup, mais la contraste, elle est énorme. En Turquie, on leur donne à manger, ils sont bien traités. Peut-être il y a le climat de l'Aden, il y a une ambiance qui font qu'ils viennent même dormir, se coucher à côté de toi. Ils sont très très doux. Ça n'a rien à voir. Tandis qu'en Grèce, ils attaquaient. En Grèce, ils ils empêchaient de nous dormir. attaquaient. Ouais. C'est-à-dire, dès qu'il y avait un ils venaient de loin. Dès qu'on faisait un camp, on faisait des camps loin, ils venaient de loin, ils sentaient, je sais pas, les odeurs, etc. Puis ils se rapprochent. Ils se rapprochaient de notre camp. Et ils nous empêchaient de dormir. Soit ils se rapprochaient, nous on sortait, après ils repartaient. Et après, ben, ils revenaient, etc. Des fois, bon, quoi, il fallait bien leur faire flipper. Après, ils partaient, ils revenaient plus. Hein. À un moment donné, on les a fait bien flipper, ils sont plus revenus. Ils ont quitté toute la soirée, ils sont pas revenus. Mais la première fois qu'on est arrivé à Thessalonique, toute la nuit, ils nous ont empêchés de dormir. Ils nous pistent, hein, carrément. À chaque fois il y avait un camp, ils venaient. Mm. Toutes les fois, je crois, qu'on a dormi en Grèce, ils Ouais. attaquent le chien. C'était les mêmes chiens, moi, c'est pas Non, c'est des autres. Ah oui, moi aussi, elles sont- Non, mais sur une ville, ils nous ont pisté. Là. Ah oui, On a dormi avec eux. C'était 3, il y a 5 km, ils nous ont pisté vraiment pendant 5 km. Ouais, c'est possible. Mm. Il y avait des chiens qui nous suivaient, en fait. Il y en avait, hein. Et du coup, après la Turquie, c'est des grosses épreuves, là, mais il faut mieux que ce soit le concerné qui parle, quoi. On ne va pas parler à sa place. Ah, il a vécu une aventure concernée. Parce qu'à un moment donné, le groupe s'est disloqué. Et là, c'était difficile. Là, parce que moi, je leur avais dit, parce que la zone, la zone Alexandroupoli, la frontière turque, il n'y a pratiquement plus de villages. Il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un de village, il n'y a plus de village. Je crois que c'est les zones militaires. Et là, il y a beaucoup de... Voilà, si les migrants ils passent par cette zone-là, c'est une zone militaire, il n'y a plus de village. Même pour s'approvisionner, c'est mort. C'est 50 km, hein, à peu près 40-45 km avant la frontière turque. Il faut s'alimenter à Alexandroupoli et après, tu n'auras plus rien. Tu auras peut-être un ou deux magasins, c'est tout, mais à 10 km de la fin. Et après, ça s'est disloqué. Donc lui, il avait pris un hôtel, à Community, après ça s'est disloqué. Ah, je me suis lâché. C'est séparé un petit peu. Et il fallait gérer après la séparation. Et comment gérer la séparation, et le respect des règles, et voilà, les épreuves. Là, on est vraiment mis à l'épreuve, etc. Vaut mieux que ce soit la personne concernée qui témoigne, on ne va pas témoigner à sa place, c'est dommage. La Turquie, il y a eu beaucoup d'autoroutes. Vous avez fait que l'autoroute, en fait. Ouais, Ils ne sont pas cassés la tête. je suis un peu responsable. Ouais. J'ai dit, oui, il y a l'autoroute, on l'a su, on la quitte plus. C'était dangereux. Hein. C'est très dangereux. Très très dangereux. Mais le pire, c'est quand j'arrive à Istanbul. Là, j'ai eu la frayeur. Là. Ma périphérique, il faut à chaque fois changer de voie et je suis le seul cycliste au milieu de voitures qui vont à 70 km/h. Ah, c'était la panique. Hein. Je jouais ma vie à chaque seconde. J'ai une demi-seconde pour tourner. Allez, une demi-seconde. Non, c'était dangereux. Le danger de ce périple-là, c'est les voitures. Ouais. Si les voitures, ils vous écrasent ou pas. Moi, ma crainte, c'est qu'on tombe sur un raciste en Grèce qui a envie de nous râper. C'était ma crainte. Mais, alhamdoulilah, non, c'était plus ou moins correct. Il n'y avait pas eu de soucis. On avait des fois de temps en temps des gens qui klaxonnaient, mais malgré qu'on a pris des nationales, ça allait. C'était pas assez dangereux que ça. Parce que mon seul souci. Après, c'est vrai que les montagnes, à la Côte d'Azur, là, on était haut. On pédalait, on avait une montagne et puis il y avait le vide à côté. Là, je pouvais pas prendre des vidéos. C'était trop dangereux. Il y avait le vide en bas, la mer en bas, puis on était en montagne. Là, à la Côte d'Azur, là, je pouvais pas prendre de vidéos. Mais c'est dommage, c'était un paysage, franchement, c'était paradisiaque. On était dans une montagne, ils creusent des routes. Comment on appelle ça? La corniche Ils creusent des routes et puis en bas tu as le vide et puis tu as la mer tout en bas. Et puis on pédale et on est à... Heureusement que la petite barrière en fer qui nous sécurise un tout petit peu. Parce qu'il suffit qu'on glisse et c'est foutu. Mehdi, je raconte l'anecdote de ce qui arrive à Mehdi. Quand on s'est séparés, en fait en Turquie, à un moment donné, on a été dans une mosquée, on leur a expliqué qu'on souhaitait dormir, ils nous ont refusé. Ça, j'en ai parlé dans la vidéo. Et ensuite, il y a une autre mosquée, on l'a trouvée ouverte à tout hasard, enfin à tout hasard. Je ne sais pas si c'est fait exprès, vers les minuit 30, 1h.
Et on était heureux de l'avoir ouverte. On est resté dormir au niveau de là où on met les chaussures sur un tapis. Donc on a dormi là, et le lendemain matin, ils sont arrivés, les hajj, etc., les gens venir prier. Et il a plu, et ils nous ont dit, si vous voulez rester, vous pouvez continuer. Eux, ils étaient très accueillants. Ils nous ont dit, vous pouvez rester tant que vous voulez, cette mosquée, elle appartient à Dieu, elle ne nous appartient pas. Et donc, après la pluie, on a décidé de continuer notre route avec Mehdi. Ce qui est arrivé, c'est que on avait une descente à faire en vélo, et il y avait un rond-point. Et donc, moi, j'étais le premier à descendre, et je me suis dit, au niveau du rond-point, je vais l'attendre. Et donc, je l'ai attendu au niveau du rond-point, sauf que Mehdi m'a pas vu. Et moi, j'étais un peu sur le côté, sur le rond-point, et il y avait trop de véhicules et beaucoup de boucans. Et je l'appelle Mehdi, Mehdi, Mehdi. Rien à faire, il dépasse le rond-point, et il monte. Et il a pris un chemin, j'ai essayé de le suivre, j'ai pas pu le rattraper. Il était déjà trop lent, trop parti. Donc là, on s'est complètement divisé. À ce moment-là, Mehdi, comment il a réagi par rapport à cela? En fait, il se dit, c'est mort, j'ai pas de téléphone, il faut que j'arrive à Istanbul le plus vite possible. Donc il s'est transformé en cycliste, même en motard. Limite, quand il faisait du vélo, on dirait une moto. Il allait à 120, 130 km, je sais pas à combien, mais franchement, Celui qui arrive premier, c'est Mehdi Free, en fait. Ah, il aurait pu être repéré par une équipe de cyclistes. À partir du moment où ils se sont séparés, il lui a dit Istanbul l'objectif. Istanbul, ouais. Même il m'a appelé, il m'a dit, tu penses il est où? Je lui ai dit, pour moi, il a dépassé Istanbul, il doit être à Antalya, voire en Syrie, mais il va plus s'arrêter. Et alors que moi, je prenais tout mon temps. Bon, moi, c'était détente. Hein. Je suis plus avec Mehdi, je me pose dans un café, j'appelle Mehdi, j'appelle si. Oh, t'inquiète, je prenais mon temps. Et donc maintenant, on revient à Mehdi. Pendant que moi, j'étais sur l'autoroute avec mes stations-service, je gérais mon temps, j'étais bien. J'avais pas de... Mehdi Free n'a pas de smartphone. Ouais, c'est ça le problème. C'est la cata pour communiquer avec lui. Il a le forfait free à 2 € là, et qui fonctionne pas à l'étranger. Ça fonctionnait en Europe. Il pouvait recevoir en cas d'urgence, il envoie des textos, etc. Injoignable. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retrouvé. Il est quasiment arrivé à Istanbul. Hein. Franchement, une flèche. Et donc il s'est arrêté dans une banlieue d'Istanbul. Il est rentré dans la mosquée. Et il est allé voir un frère. Il lui a dit, écoute, j'ai besoin d'une aide, etc. Est-ce que tu parles arabe? Il lui a dit, oui, je parle arabe, je suis syrien. Donc il lui a dit, je viens pas te demander de l'argent, je viens juste te demander d'appeler mes amis, etc. Donc il a essayé de nous joindre, chacun de notre côté. Et puis le Syrien commence à lui poser des questions. Il lui dit, pourquoi tu es venu en Turquie? Pourquoi tu viens en Turquie? Il lui dit, je viens en vélo pour me dépasser, tout ça. Il lui dit, t'es d'où? Il lui dit, je suis français. Il lui dit, non, toi t'es pas français. Il lui dit, non, mais je suis français. Il dit, ça se voit pas, t'es pas français. Après il lui dit, comment je fais pour sortir de la Turquie? Il lui dit, maintenant, tu crois que je me Turquie. C'est interdit de sortir en Turquie. Et là, il s'est mis dans la peau du migrant, mais il s'est dit, je vais plus quitter ce pays, je suis foutu. En plus, c'est interdit de sortir et il n'y a personne pour me contacter. Et le Syrien lui dit, dis-moi, t'as combien sur toi? Il lui dit, j'ai 150. Il lui dit, lire turc ou euro? Il lui dit, lire turc. Il dit, ah, c'est chaud, frère. Il lui dit, les 150 que tu as, tu les prendras pour Tchoroboutekul, là, hôtel, pas d'hôtel. Il lui a dit, tu dors dehors. Il lui a dit, moi, tu sais, moi, je galère. Il lui a dit, moi aussi, je galère. Il a dit, moi, tant pis pour toi, moi, j'ai où dormir 3 jours. Il lui a dit, toi, essaye de trouver un banc, trouve-toi un endroit où dormir. Mehdi, il était en panique. Il a dit, pour moi, j'allais vivre toute ma vie en Turquie. J'étais bloqué. Après, le soir, il a quitté le Syrien. Il a cherché un endroit où dormir. Il s'est trouvé un petit banc. Il s'est dit, je vais me poser là et demain, j'irai vers l'aéroport et je trouverai une solution, vu que l'aéroport, c'est facilement retrouvable. Et le matin, à 4-5 heures du mat, il se fait réveiller par un jet d'eau. Il s'est dit, c'est un cauchemar. En plein réveil, il se le prend en pleine face. En fait, il a eu la totale, Mehdi. C'était un cauchemar. Ensuite, donc il se fait réveiller par le jet d'eau. Là, c'est un SDF. Hein, SDF là, il commence à perdre sur le moral, etc. Il rejoint l'aéroport. Et là, il me contacte. Il a pris le téléphone de quelqu'un à l'aéroport, il me contacte. Il dit, moi, je veux rentrer tout de suite. Je dis, t'as fait 15 jours. Tu peux pas rentrer maintenant. Amine, il a 50 km derrière toi. Il va te rejoindre. Hamal était déjà à Istanbul. Et la contacte ta soeur Amira, je dis je vais t'envoyer des gens, ils vont te récupérer. Non, moi je vais il était au bord parce que vraiment il a connu vraiment son ego, il a pris un coup. Et Alhamdoulilah, il est resté à Hamal à récupérer. En fait, lui voulait rentrer. Je dis non, mais elle dit, je ne veux pas gâcher un voyage de 15 jours. 15 jours, je sais pas, je veux dire, 15 jours vous avez galéré, vous dormez n'importe où, etc. Vous étiez préparé mentalement, psychologiquement. C'est bon, tu as une tente, tu as ton vélo. Tu as un Burger King en face. Tu peux acheter je lui dis ça, il était en face de Burger King. Je lui dis bouge pas de Burger King, tu bouges pas parce qu'en fait, quand il est arrivé à Istanbul, il a pris le téléphone du Syrien, il a dit moi je suis à cette telle mosquée, après c'est cassé. Comment tu veux qu'Amine il te rejoigne si tu dis moi je suis là et après tu pars parce qu'après il n'est pas joignable, il n'a pas de smartphone. Donc la communication c'était fondamental. Et puis c'était le début, moi j'avais donné une puce internationale et il n'a pas utilisé, il n'a pas vu enfin là maintenant il a vu la gravité du groupe. Il fallait pas
bombarder, pédaler à fond, tu te retrouves seul, tu galères tout seul. Vas-y, va gérer la gestion du voyage quand tu es tout seul. Quand on est en groupe, voilà, on s'adapte, en groupe, etc. Et sans stresser. Il était à bout. Il était à bout. Ça aurait été bien qu'on ait son témoignage là parce que bon, il était tellement à bout que même psychologiquement, il croyait que c'était devenu un migrant. Il commence à en croire à son propre statut de migrant. C'est-à-dire, à un moment donné, il vous a fait une scène, une scène où il a dit, il a l'air larmes aux yeux, il a dit quoi? Non, c'est sur les tests. C'est sur les tests Corona. Là. Non, tu n'as pas dit, il s'est retourné, il a dit, moi je vais dormir, moi c'est fini, je suis destiné à vivre ici. Non, c'est sur les tests Corona. En fait, si on était positif, normalement on a combien de jours? C'est 15 jours, ouais. C'est ça, de confinement dans le pays même. Donc il mettait de côté les 15 jours. Il pensait que si on est positif, je bouge plus du pays. Donc il a dit c'est bon, moi je suis positif, je vais m'installer là, je vais avoir une famille à Bursa, en Turquie. Ma vie elle est finie, peut-être Dieu il veut que j'habite en Turquie. Moi je serais peut-être déjà au chef pendant que vous êtes et il a dit ça avec les larmes aux yeux, avec la conviction profonde. Ouais. Conviction profonde. Ouais, en fait c'était dur pour la Turquie, c'était difficile. Alors que non, tu peux transformer ton séjour en Turquie comme quelque chose de touristique, c'est fini, vous êtes terminé. Il n'y a plus à pédaler, l'essentiel c'était quitter le vélo, quoi. C'était ça qui était le plus important. Mais il y a eu d'autres galères qui sont arrivées. Je pense qu'il y a le budget aussi. Il faut prévoir un certain budget. C'est vrai que plus tu vas rester, si tu n'as pas pris de carte bleue ou tu n'as pas de moyen de communication avec ta famille à l'étranger pour qu'on t'envoie de l'argent, là ça devient paralysant. Ça peut être une source de détresse. Sinon, le plus dur, moi, à mes yeux, dans ce séjour-là, c'était la selle. On pensait que c'était physiquement, on pensait qu'on allait galérer, mais franchement, on a été étonnés de la capacité humaine à s'adapter, à faire du 100 km par jour. 100 km par jour à vélo, c'était à peu près notre moyenne. À un moment donné, j'étais la Kavala, là, j'étais prêt à faire 150 km. Je voulais atteindre l'objectif de 150 km en une journée. Comme on a crevé, c'était mort. La réparation, 45 minutes, etc. C'était mort. En plus, c'était 2 crevaisons en même temps, mais on était prêt à viser du 150 km en un jour. Et imaginez, même le retour que j'avais fait pour venir à Alexandroupoli, j'avais fait du 26 km/h de moyenne. J'ai fait 40 km en 1h30. 40 km en 1h30. À force, le vélo, c'est devenu, et le plus dur, en fait, c'était pas les capacités physiques. On croyait, nous, on avait peur, avant de commencer ce périple-là, on se disait physiquement, est-ce qu'on a les épaules? Et puis moi, c'était un test pour moi-même. On le fait pour les orphelins, pour l'école, etc. Mais c'est aussi pour tester mes capacités physiques. Est-ce que je suis rouillé, je suis pas rouillé? Parce que moi, j'ai eu une époque, j'ai dit, oh, mes genoux, ils tiennent plus, etc. Je voulais tester mon corps pour savoir si j'avais les moyens de tenir un tel périple. Et j'ai vu que physiquement, on s'est vite adapté. Et l'inconvénient, en tout cas, la grosse difficulté, si vous faites un truc comme ça, c'est qu'il faut prévoir une selle. Une selle d'Harley Davidson. Vraiment un truc confortable avec un dossier. On s'est même imaginé de prendre un siège pour enfants, un siège auto pour enfants, et de le mettre dans la selle, de tourner, de s'installer. Parce que c'était ça qui nous faisait souffrir le plus. C'est qu'on n'était pas dans le confort, et du coup on galérait. C'était ça, l'inconvénient. Physiquement, ça allait. Moi, c'était le genou, franchement. Au niveau du genou, j'avais une douleur au niveau du ménisque. Elle me bloquait, elle me paralysait, et c'était le sommeil. C'est-à-dire, moi, j'avais le sommeil à chaque fois entrecoupé. Déjà, je ne supporte pas les moustiques. Dites-vous bien qu'ils ont fait le périple pratiquement sans dormir. Ah, c'était ça qui était dur. Lui, il disait, Amiatude, il disait, on aurait eu l'hôtel, ça aurait été facile. On aurait pu faire même 2000, 3000 km. On aurait eu l'hôtel et le confort, on aurait pu. Mais c'est vrai qu'on était dans le vrai voyage. Pourquoi? Parce qu'on pédalait 100 km par jour. Et bon, ça va, les Lidl, quand même, on en croisait beaucoup. Pour la nourriture, on n'avait pas de soucis. Ils auraient pu nous sponsoriser. Ouais. Franchement, on aurait pu contacter Lidl avant de commencer et dire, on fait ce voyage-là et on fait la promotion de votre magasin parce qu'on va manger que dans votre magasin. Parce qu'on faisait que ça. Lidl. Dès qu'on voyait un Lidl, ah Lidl là-bas, tu vois. C'est un oasis. Et les Lidl, ils sont malins. Ils en ont mis un au début de la ville, un à la fin de la ville. Dans toutes les grandes villes de la Grèce ou d'Italie, un Lidl au début, un Lidl à la fin. En fait, on commence à connaître par cœur. Et du coup, la galère qu'ils ont eue, c'est qu'ils dormaient pas beaucoup. Sommeil entrecoupé. Sommeil entrecoupé. Des fois, le système d'alarme à 4h du matin, l'alarme du Lidl, il faut qu'on part. Il met son sac de couchage sur lui, on commence à pédaler à trouver un autre endroit. Voilà, le sommeil, pas de sommeil véritablement conscient. Enfin, il n'y a que moi qui dormais bien. Ouais, facilement tu partais. Moi, je partais, je dormais bien, parce que je m'en foutais de l'extérieur. Mais c'est vrai que quand il y a des chiens qui attaquent, quand il y a des passants, il y a des migrants, parce qu'ils nous pistent. Les migrants, ils veulent voler les gens. S'ils savent, c'était dans quelle ville? Ça, c'est en Italie, ça. C'était en
Italie, on a eu des migrants, ils ont flashé sur nos vélos. Ah oui. Ils ont flashé sur Ah, nous. ça a été le coup de foudre. Ouais. En fait, stratégiquement, quand on a des gens qui flashent sur nous, il faut pas qu'ils sachent où est-ce qu'on dort. Pour pas qu'ils nous voient pendant qu'on dort. Tu dors un peu. Pendant que tu dors, si tu as un sommeil profond, voilà, c'est mort. Et du coup, ben, le sommeil qu'on avait était très léger. Il y avait vraiment, c'était pas réparateur. C'était pas réparateur. On peut piquer du nez en voiture, mais on peut piquer du nez en vélo aussi. Lui, il a piqué du nez en vélo. Ouais, Mehdi aussi. Il commençait à partir. Bah, c'était juste avant de prendre l'hôtel. Ah ouais. Il a dit c'est bon, je m'arrête, je prends l'hôtel, c'est mort. Et j'ai eu une dernière épreuve avant ça. J'ai eu les 2 chiens qui m'ont coursé et qui avaient coursé Mehdi aussi. Qui est sur la nationale et qui m'ont poussé à aller vers les voitures qui allaient en face. J'ai dit là c'est trop. On va aller dormir, on se prend un petit hôtel. En plus il y avait la piscine donc. Ouais, c'est pas cassé la tête. Lui, ce qui est bien, c'est qu'il est. Bon, c'est déjà un voyageur dans l'âme en fait. Il se prend l'hôtel, n'importe quelle situation, il peut gérer la situation. Voilà. Vous avez des questions sur ce périple, vous voulez en faire un, on s'est dit pourquoi pas en faire un mini en France de 300-400 km et tester la capacité à faire un vrai voyage, c'est-à-dire sac de couchage, parce que c'était ça, hein. Ma tente elle était accrochée derrière, porte-bagages avec les ingrédients de la réparation, et la nourriture et éventuellement les vêtements. Voilà, on avait à peu près 10-15 kg de bagages, plus la tente, le vélo, un bon vélo de qualité. Voilà. On voulait tester, faire une expérience comme ça en France, 300-400 km en vélo. Comme on a fait jusqu'en Turquie, on le fait ici en France pour tester le vrai voyage en fait. Trouver un endroit où dormir, c'est largement faisable, parce que bon, c'est plus, vous avez la langue, etc. Et vous débrouillez avec les moyens du bord. Même en week-end, hein, moins que 300, je peux faire en week-end. Si on dit 60 km par jour, prenant en compte tous les niveaux, ça fait du 120 km en 2 jours. Et une nuit dehors, à bivouaquer. Ouais, 2 nuits on peut faire. On peut programmer ça. En commençant un vendredi soir. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? On n'est pas de fan de vélo. De quoi? On peut pas faire autre chose que du vélo. De la trottinette. Je peux pas en faire. Moi, je vais proposer pour les sœurs, on fait Paris-Orléans pour commencer. À vélo? C'est bien, Ouais. Franchement, Ça va, c'est une bonne distance, 120 km. En une journée, on peut le faire. Après, ouais, une journée. C'est difficile, hein. 120 120 km, ouais. C'est 120 km? C'est moins, non? Ça dépend d'où vous partez. Si vous allez tout en bas en RER, vers Étampes en RER, après il reste pas grand chose, il reste 80 km. Ouais. Mais proposer un voyage comme ça, franchement, vous allez énormément apprendre. Et en fait, ce qui est bien dans ce voyage-là, c'est le côté imprévu et le côté aventurier. Place, on campe ici, on n'a pas le choix. Place, etc. Bon, c'est un bon endroit pour camper, parce que c'est vrai que c'était difficile de trouver des bons endroits pour camper. Non, le but du voyage, c'est de galérer. En fait, vous dire à la fin des temps, il n'y aura plus les hôtels, etc. Pour revenir à l'époque ancestrale, on avait des tentes dans le désert. Il faut revenir à cette période. Si au contraire, à la fin des temps, il y aura accès à tout. Comment ça, accès à tout? Les hôtels, ils seront plus. Il n'y aura plus de limite en fait, tout le monde rentre où il veut. Oui, mais il faudra éviter les endroits de concentration comme ça, parce que c'est au risque de ta vie, c'est au risque de ta sécurité, etc. Les grandes villes, les gens ne paieront plus leur loyer, certes, mais il faudra fuir les grandes villes. Ce sera la guerre de tous contre tous, les gens vont rentrer dans la violence, en fait, les gens vont devenir barbares. Certes, tu as raison, les gens, il n'y aura plus besoin de payer, mais il faudra fuir les endroits de concentration, parce que ce sera la barbarie, il n'y aura plus de sécurité. Et surtout, je me dis, vous, ce que vous avez vécu en Grèce, en étant montré du doigt, considéré comme des migrants et tout, rejeté d'un magasin parce que voilà, vous aviez un certain faciès et tout, je me dis, mais en fait, c'est le sort qui attend les musulmans qui s'accrocheront vraiment à la religion à la fin des temps. On sera rejeté de partout. Genre, même la poubelle, elle aura plus de valeur que nous, en fait. Non, mais vraiment. Et on s'approche. C'est déjà le cas aujourd'hui. Hein. Enfin, voilà, dans certains endroits, je veux dire, c'est vrai qu'en France, on se plaint et tout, mais je trouve que ça va encore. On n'est pas. Voilà. Mais c'est ce qui se profile. Donc, je me dis, autant se préparer aussi à ça, quoi. À se dire, voilà, je serais. Si vraiment je veux m'accrocher à ça, enfin. On doit être, franchement, spirituellement parlant, on doit être des voyageurs. C'est pour ça que le programme, il va être pragmatique, il ne sera pas de théorie. Il va être pragmatique. L'intention et les provisions. À l'endroit des logos, etc. Donc concrètement, qu'est-ce qu'il faut? Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Attends, Mehdi, je voulais revenir aussi sur Gênes, quand on a dormi sur des bancs, avec des clodos. À un moment donné, on était à Genève,
Il y avait Genova. Genova, ouais, c'est Genova. Il y avait vraiment nulle part où dormir. On était dans un parc public où les gens ils viennent promener leurs chiens. Sur des bancs, on s'est mis à se coucher. Franchement, comme des charlots. Et franchement, j'ai eu un bon sommeil. Étonnamment, moi, j'avais récupéré un peu. Je me suis dit, je vais revenir à Paris, je vais me faire 2-3 bancs la nuit. Franchement, c'est un concept. Hein. Je vais me poser à côté d'un... C'était le début de la SDF. Parce Ouais. qu'on a fait toute la Côte d'Azur, c'était parfait. C'était touristique, etc. Et là, quand on est arrivé à Genova, c'était... Même trottoir, hein. Il y a un des meilleurs sommeils, c'est celui après le Lidl. On s'est trouvé un petit trottoir, mais en bout en fait. Il n'y avait plus personne qui passait. On s'est posé, on a couché jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 10h, 11h. Jusqu'à 10 heures. Ah ouais, on est parti loin. Et j'ai dit, qu'est-ce qu'il est bien le trottoir. Franchement, j'ai... Salam alaikum, Mehdi. Salam. Alhamdulillah. Qu'est-ce que tu fais là? Il est minuit 5. La conférence, elle est terminée. Ouais, bah écoute, après, je fais un after. Après la conférence, il y a une autre conférence pour Mehdi Free. Faut commencer par enlever le masque, non? Ah oui, c'est vrai, pour le masque. C'est un petit after, quoi, histoire de faire une autre conférence, quoi. T'arrives avec ton petit verre de thé, tranquille. Alors raconte-nous ton expérience. Quelle expérience? Le voyage. Ou le naufrage. Comment le naufrage? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pose-moi des questions. Tes impressions, ton ressenti, tes douleurs. Bah écoute, c'était une expérience nouvelle pour moi. Après, physiquement, physiquement, ça allait, quoi. Après, moi, c'était plus au niveau mental, c'était un peu chaud, quoi, comme c'était une nouvelle expérience pour moi. Surtout avec avec les restrictions du colonel. Donc après, voilà, quoi, sinon, c'était pas mal, là, dans le sens, c'était une bonne expérience. Hein. On apprend à se connaître à travers ce périple. On apprend à se connaître et on en tire des leçons, quoi, des leçons de vie. Voilà, quoi. Qu'est-ce que tu veux savoir de... Non, mais à travers ce que tu dis, je te sens ému. T'aimes bien dire ça, toi? C'est un peu... Souvent, il dit la même chose. Raconte-nous des anecdotes. Une anecdote qui m'a marqué, c'était quand je suis arrivé quand on s'est perdu, tu te souviens? On était prendre un café et tout. Après, un moment, on s'est perdu. Et toi, t'es parti en vélo. Moi, je t'ai suivi, je t'ai plus vu. Donc après, j'ai continué jusqu'à Istanbul et tout. Après, en arrivant à Istanbul, je sais pas où aller, c'était le soir. Donc je vais m'arrêter, quoi. Je vais pas continuer à pédaler. Et je suis sorti dans une ville, je sais plus c'était quoi la ville. Et t'as vu, j'étais mal sapé, je sentais pas très bon, tu vois. Et les gens, quand je leur parlais, tu vois, ils me prenaient pour un migrant, ils voulaient pas me calculer et tout, ils me repoussaient, tu vois, ils mettaient leurs mains comme ça et tout, stop Covid et tout, tu vois. Hassan, après, je suis arrivé dans une mosquée, et franchement, j'étais déprimé, quoi, j'étais désorienté parce que Hassan, j'avais pas de téléphone, je savais pas qui contacter, je savais même pas où j'étais un peu perdu, tu vois. En plus, les gens, je leur parlais, ils me calculaient pas, en Turc, ils s'énervaient et tout, c'était chaud. Après, j'ai sorti. Après la salade, je me suis dit, bon, je vais vers la première personne que je vais, tu vois. Et je me lève, je vais vers un gars, et je lui dis, ouais, je dis salam, tout, je lui dis, t'es arabe, il me dit, ouais, tfaddal. J'étais grave content, quand il me dit tfaddal, j'étais grave content. C'était assez réel. Après, je lui dis, écoute, frère, il me dit, qu'est-ce que t'as en galère et tout, tu veux de l'argent et tout. Je lui dis, non, je lui dis, j'ai pas besoin d'argent, juste je veux téléphoner. Il me dit, vas-y, pas de problème, je commence. Après, il commence à appeler tous les frères, personne ne répond, tout ça, donc moi, j'étais encore plus déprimé et tout. Après, il me dit, ouais, tu viens d'où? Je lui dis, je viens de France. Après, il m'a regardé bizarre, il m'a dit, non, c'est pas possible. Dans sa tête, il s'est dit, c'est pas possible que tu viens de France, toi, tu vois. Et puis, j'étais mal sapé et tout. Après, il me dit, il me dit, pourquoi t'es venu en Turquie? T'es venu faire quoi en Turquie? Je lui dis, comme ça, je suis venu en vacances. Il me dit, ah ouais? Je dis, c'est bizarre. Il me dit, mais maintenant, même là, je me Turquie, tu vois. Moi, j'étais choqué. Je me suis dit, je suis bloqué, tu vois. Je comprenais pas pourquoi il me dit ça. Après, il me regarde, il me dit, ouais, genre, il me dit, t'as combien d'argent sur toi? Je lui dis, 150 lières. Il me dit, ah ouais. Il me dit, garde, il me dit, surtout, tu les dépenses pas pour. Tu vas pas à l'hôtel avec. Il me dit, tu les gardes que pour manger, pour boire. Là, j'étais choqué, frère. Là, j'étais choqué. Je suis devenu un migrant malgré moi, quoi. Là, c'était chaud. Et ensuite? Je t'assure, pendant un moment, j'ai cru que j'étais un migrant, frère.
En fait, il m'a convaincu que j'étais un migrant, en fait. Alors que moi, je savais au fond moi que j'avais mon papier et tout ça. Et je suis tellement chelou, frère, que je croyais que j'étais. En fait, j'avais oublié que j'avais ma carte et tout. Moi, dans ma tête, j'étais plus français, Lui, quoi. il l'avait ou dormir ce soir? Après, il me dit, ouais, il me dit genre, il me dit, frère, toi, t'es en galère. Il me dit, moi aussi, je suis en galère. Il me dit, je vais dormir 3 jours chez un pote. Il me dit, toi, dors dehors, il m'a dit. Ah, il m'a déprimé comme ça. Ah, c'était chaud, frère. Après, moi, je me suis barré. J'ai été chercher l'aéroport, tu sais, pour une fille, j'ai retrouvé un endroit où aller, quoi. De toute façon, j'ai galéré pour trouver la J'ai pris un bus, un minibus. Après, le Kemen, je lui dis, t'es chez le matin, il me dit oui. Je lui dis airport, il me dit oui. Après, j'étais content, je prends mon vélo, je le ramène dans le truc. Le frère, il roule 3 minutes. Il me dit, vas-y, descends au métro. Je lui dis, cousin, tu m'as dit, tu m'emmènes à l'aéroport, tu me laisses au métro. En vélo, j'aurais été plus vite, tu vois. Bref, après, je prends le métro, après, je dois reprendre un autre bus. Après, à l'arrêt de bus, j'arrive, c'était trop tard, il m'a dit, attends, 6h du matin. Donc, moi, j'ai été dormir, comme je connaissais pas, j'ai dormi sur l'arrêt de bus, tu vois. Parce que je connaissais pas l'endroit. Sur un banc. Sur un banc, à l'arrêt de bus, Hassan. Et je commençais à dormir, les gens, ils passaient, ils prenaient pour un SDF, quoi, tu vois. Avec le vélo garé, avec les tentes, c'est sûr, lui, c'est un SDF, tu vois. Et Hassan, après, je dors, et vers 2-3 heures du matin, il y a un jet d'eau qui m'arrose, tu vois. Je me suis levé comme ça, j'étais choqué. C'était les arrosoirs de public. Non, c'était chaud, frère. Et les gens, ils avaient peur de toi? Ouais, ils devaient dire c'est qui ce mec et tout. Ils m'ont pris pour un migrant, tu vois. Mais c'est chaud, frère. Voilà, Hassan, après. Sinon, voilà, après, c'était le. On va dire que c'était le. T'es soulagé d'être rentré en France? Bah après, ce qui m'est arrivé là, moi j'avais grave envie de rentrer en France. Après j'ai appelé Mahdi et tout, je lui ai dit faut que tu me trouves un billet, tout ça. Moi je suis arrivé à l'aéroport en vélo, les keufs ils ont rigolé sur moi, frère. Ils m'ont dit ouais tu viens d'où et tout. Ils s'étaient pliés de rire les keufs. Ils m'ont vu avec un vélo et tout ça. Après ouais, sur le coup j'étais grave pressé franchement. Mais après quelques jours je suis resté à Istanbul, quand j'ai mangé des kebabs, tout, des doros et tout. Après je voulais rester, tu vois. Je voulais rester à Istanbul et tout. Et entre les 3 pays, alors c'était lequel le meilleur, c'était lequel le pire? Franchement, l'Italie c'était pas mal. L'Italie, moi j'ai kiffé, tu vois. Après la Grèce, pas trop. Plus vers la fin. Et la Turquie, bon, à part l'expérience qui m'est arrivée, que je me suis perdu, tout ça, franchement, ça allait, c'était bien, quoi. On était au Gémeaux, on a visité, tout ça. Après, on a rencontré 2 personnes qui nous ont donné un coup de main, qui nous ont aidés, tu vois. Et franchement, qu'on a été accueillants, tu vois. 2 sœurs qui nous ont accueillis là-bas, franchement, c'était. Après, j'ai bien aimé le. En plus, Rama nous a montré des bons restos et tout. Après, on a kiffé, tu vois, Istanbul. Voilà, c'est Quelque chose à rajouter? Qu'est-ce que tu veux? Bon, on fait la photo finie, je sais pas. Quelque chose à rajouter? Il a tout dit? Non, il a pas tout dit. Ah, il a pas tout dit. J'avais du départ. Là? T'avais du départ en France. Quand il fallait faire les tests. Quel test? Corona? Les tests Corona. Comment tu te sentais? Ah ouais, je voulais pas faire le test et tout, parce que la sœur, elle m'a mis du voice, tu vois, elle m'a dit genre, si tu fais le test, tout, si t'es positif, tu vas être, genre, tu vas être pisté sur informatique et tout, tu vois. Donc moi, je lui dis, c'est mort, vas-y, j'ai dit à Amine, je lui dis, vas-y, moi, je lui dis, je vais rester à Istanbul, je vais rester vivre là-bas, tu vois. Je vais rester justement. Je voulais pas retourner. Après, alhamdoulilah, on a fait le test, négatif. Amine était grave content quand il a eu le test du corona et il a cru que c'était les résultats du bac. On dirait on attendait les résultats du bac, frère. On a eu le test négatif quand on est rentré. Voilà, quand même. Mais sinon, qu'est-ce que tu veux savoir d'autre? C'est tout, voilà. Il y avait plus d'émotions dans la réalité que dans la retranscription des événements. Bah, c'est sûr, les émotions, tu les vis sur le coup. Tu peux pas vivre les émotions après ce qui est. En grosso modo, t'as pensé quoi de ce périple-là? C'était quoi dans ta vie? C'était un événement. Ah, d'une manière générale, le périple? Ouais. Bah, franchement, comme je t'ai dit, j'ai appris à me connaître, c'est-à-dire à connaître mes faiblesses, ouais, à me connaître plus, on va dire, par rapport à travers ce périple. Ouais, on en tire des leçons, quoi. On en tire des leçons de vie, quoi. Et ouais, après, ça nous permet de voir nos capacités surtout à. Moi, c'était plus au niveau mental, comme je t'ai dit, moi, physique, ça allait, mais là, c'était pas. Mais plus au niveau mental, tu sais, le fait de dormir dehors, le fait de manger peu. Voilà, quoi, Quitter son quotidien. les trucs du colonel, quoi. T'as coupé un peu tes cheveux là, non? Non, j'ai coupé en Turquie. Arrivé en Turquie, on était chez le coiffeur.
Quand on arrive à Hama, ils nous ont mis des beaux restos. Je me mets à la place du Syrien, c'est vrai qu'il t'a pris pour un mytho. Non, mais moi, Il vient de France et puis t'as la dégaine d'un Non, d'un mais- SDF, d'un migrant, etc. Non, mais lui, il croyait vraiment que j'étais un mytho. Bah oui, mais il y a de Non, quoi. parce qu'en plus, tu Il sais faut quoi? le voir, le gars, il a un vélo, il a 150 livres, il a une tête de migrant issu, il transpire, etc. Il a un t-shirt sale, il Un est t-shirt bronzé sale, à et il mort. me dit, tu te fous de ma gueule. Non, mais C'était noir. Et en plus, moi, j'étais suspect parce qu'à un moment, il m'a même posé une question qui m'a mis dans l'embarras, entre guillemets, parce qu'il m'a dit, ouais, il m'a dit, si vraiment t'es français, il m'a dit, pourquoi tu vas parler les filles qui vont t'aider? Après, j'ai dit, non, j'ai pas envie. Et là, quand je dis ça, il s'est dit, lui, c'est sûr, lui, c'est un harak. Je me suis grillé, en fait. Parce que je voulais pas aller voir les keufs, moi. C'est le coup dur. Parce qu'une fois, j'avais été les voir avec Salah. Mais eux, ils te croient pas avec Une fois, j'ai été voir les keufs avec Salah. Et tu sais ce qui s'est passé, en fait? Je sais pas si je peux le dire dans la caméra, mais c'était un peu bizarre, tu vois. Parce que je cherchais du change pour changer de l'argent. Et je savais pas qui allait voir personne calculer. Donc je vais voir les keufs et je leur dis, ouais, où est-ce que je peux changer de l'argent? Et ils se souvenaient, ils me disent, ouais, genre, t'es qui, toi? Après, ils m'ont dit, tu viens d'où? Je leur dis, je viens de France. Ils me croyaient Moi, t'es pas. un migrant et tu prends la confiance, c'est ça, tu vois. Voilà, exactement. Ils Après, ont dit, ils c'est un m'ont migrant dit, qui prend la confiance. après, quand je leur ai dit, je viens de France, ils m'ont dit, toi, tu viens de France? Après, ils m'ont dit, bon, montre-moi tes papiers. Genre, tu sais, ils ont voulu faire les shows, les quatre, hein. Ils allaient sortir de la voiture. Et moi, le problème, c'est que j'avais un short. Et en dessous du short, j'avais un autre short où j'avais mis mes papiers. Et quand il m'a dit, montre-moi tes papiers, je commençais à enlever ma ceinture, tu vois. J'avais baissé mon fringue. Après, il m'a dit, c'est bon, vas-y. Et on fait garer. C'est un truc. Ah, je t'assure, c'est trop marrant, en fait. Du début à la fin, en fait. C'est que des aventures, en fait. Que des aventures. H24, en fait. Ah, franchement, c'était marrant. Il y avait des trucs marrants, quand même. Et l'histoire de l'anecdote du café, là, tu l'as raconté? Là, tu l'as déjà raconté, ça, ouais. Ouais, la grande évasion. Ouais, tu Ouais, l'as j'ai raconté. tu as raconté, ça. C'est vrai que là, moi j'avais vu la tête de Mehdi, je me suis dit, frère, il comprend pas, tu vois. C'est quoi ce qui se passe là? C'est quoi ma vie? Qu'est-ce qu'elle devient, tu vois? Ah, quand je t'ai appelé? Ouais. Non, quand tu es en face de moi, tu vois, j'ai l'impression que je suis dans la grande évasion, tu vois. Ah ouais, café, ouais. Franchement, on dirait que je tourne un film, frère. On dirait que c'était un film. Non, mais on a vécu un truc de ouf. Hein. L'histoire de la grande évasion, l'histoire avec le L'Italie, Syrie. c'était facile. Mais la Grèce, ça commence à se compliquer, tu vois. Parce qu'on avait beaucoup la pression des gens. La police, les gens qui nous traitaient de migrants, etc. La Grèce, c'était plus dur. Mais l'Italie, c'était... Moins de ravitaillement. Voilà, on mangeait tout le temps, on dormait devant les supermarchés, ils nous disaient rien du tout. Ou en bord de plage, en plus, même. Tu vois, ils disaient rien On du était tout. bien. Non, c'était pas mal. C'est un truc de ouf. Hein. On fait la photo finish, Hama? Ouais, moi je. On se met juste devant là, on fait une Non, petite pas de photo. photo. Allez, prends la photo. Non, non. Tout le monde sait que tu veux pas prendre ma photo. maintenant. Discretos. Mais Cyril, je sais pas pourquoi il m'a pris en photo, frère. J'ai une tête de ouf. Ah. T'as vu la photo qu'il m'a pris? Qui c'était là? Ya Ahmad, bismillah. Ah ouais, elle a Il fait m'a- flipper. Ah, mais je suis flippé, genre, avec ça. Dans la vidéo, les gens, je vous dis, les... Ah, mais j'étais cuit. Il a tout donné. Tout donné. Ils ont dit quoi? Ils ont dit Non, quoi? mais on savait que quand vous êtes séparés, on savait que toi t'allais partir à fond pour atteindre Istanbul. Ah, tu savais? Ah, j'ai On te connaît, tu vois. Le gars, il a dit. Tu sais que Il les est en mode. elle durait pas en plus mode, de je suis 5 tout minutes. seul, Elle Je durait vais, pas là, plus de je vais 5 minutes. bombarder à fond pour atteindre Istanbul. T'as vu la pause qu'on prenait pour déjeuner? La pause c'était 2 heures. Moi j'ai pris 15 minutes. J'ai pris une bouteille d'eau, une glace, j'ai fait la salade, je suis parti. On savait que t'allais voir. Ah ouais. Tandis que Amia dessus, il a fait une pause de 2-3 heures en train de parler au téléphone. Non, parce que je Ouais, voulais. attends, il m'a fait ça comme repas, etc. Je sais pas cassé la tête. Ouais, mais je voulais me débarrasser. Moi je me suis dit la dernière ligne droite, la C'est pas dernière comme ça que étape. ça se passe. avant Tu de te débarrasses, t'arrives à Istanbul, t'es tout seul. Tu fais quoi? Ouais, bah c'est ce qui arrive en fait. Après, il y avait Ouais, mais c'est Hama, pas et- ça, c'est que on s'était perdu. Là, après je peux plus le En retrouver. fait, c'était Donc, le moyen je de dis, autant communication aller le à Istanbul. souci. T'aurais pu rejoindre Hama jeudi soir. Parce que toi, t'arrives jeudi Ouais, soir. Ouais, je dis soir. T'aurais pu rejoindre Hama jeudi soir. Ouais, après c'était le Maghreb et je pouvais pas rouler la nuit. En plus, Hama, je sais pas où il était. Et je Non, peux pas mais l'appeler, je peux pas. Pour aller au centre-ville d'Istanbul, c'est facile. Il y a toujours des navettes depuis l'aéroport, etc. T'as la ligne de métro qui fait le centre. Le métro, ça coûte 1 euro, c'est tout. Hein. J'ai pris moi le métro avec le vélo. Ouais. Pour aller pour Il y a aller- moyen. En fait, c'est pas... Istanbul, quand tu connais une fois, et tu vois l'intérêt du smartphone. Tu tapes Maps, Ouais, c'est clair. tu vois la Ça m'a servi de leçon. destination, tu vois, juste Maps, Google Maps. Je vais atteindre là, avec ta géolocalisation. Non, mais smartphone, c'est plus pour téléphoner. Parce que lui, il a un smartphone, il n'y a pas de GPS. Il pouvait pas. Enfin, si je pouvais. Ouais, à oui, chaque tu fois, dis j'avais GPS. la Wi-Fi, ouais. Ouais, que quand Ouais, il avait la ouais, vie, il n'y avait pas de ouais, wifi. voilà. C'est comme s'il n'avait pas de téléphone, en fait. Bon, Quand il y avait pas de- c'est vrai qu'on avait Internet durant l'Europe. Tu vois, En c'est Europe, ça. il n'y avait pas de problème. T'avais Internet aussi. Oui, en Europe, j'avais Internet. y a pas de souci. C'est la Turquie où ça bloquait. Ouais. Il fallait attendre des moyens de communication. Mais moi, Acheter une puce. Allez. Ouais, il fallait acheter une puce. C'est tout. 10 balles. C'est moi qui ne me suis pas donné les moyens après. D'autres choses à rajouter? Non.
La faute. Le mot de la fin. C'est quoi le mot de la fin? Possible. Capacité. Bah, quand le prochain périple? Moi, l'année prochaine. Franchement, j'aimerais bien le refaire, mais il faut qu'on change la selle du vélo, frère. Franchement, c'était chaud. Moi, je préfère celle de Hammer. Je vais La racheter. selle du vélo, frère, c'était dingue. C'était ça le seul inconvénient, c'était la selle. Ah, Moi, je t'ai pas senti souffrir beaucoup de la selle. Non, Moi, ça se voyait que je Moi, j'en parlais pas, mais je t'assure que je. Ouais, on en a tous souffert. Moi, je voulais moi, pas j'ai voir. changé tout le temps de pause. Ouais, non, c'était chaud. Quoi. Moi, ça se voyait, je changeais tout le temps de pause. Toi, t'étais méthodique dans ta manière de changer de pose, alors que nous, c'était. Pourquoi vous avez pas pris de crème? Non, c'est Ça pas change qu'il y a une rien. crème. Faut vraiment. Je te l'avais dit, on va partir, je t'avais dit, il faut une selle, frère. Il faut une bonne selle. Non, mais il faut une crème, c'est obligé. Et il y a les frottements. Non, tu mets une bonne selle, c'est bon. Tu mets une selle de Non, mobilette, ça suffit n'importe largement. quoi. Il faut des crèmes. Putain, Allah, Allah, Allah.